Anne-Marie Thiès, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la construction de l'identité nationale, de la question de l'État-nation. Le dernier ouvrage que vous avez publié s'appelle « Faire les Français », c'était en 2010 chez Stock. L'une des lignes directrices de votre travail, c'est de dire que finalement, cet État-nation, cette idée de nation qu'on dit millénaire, nos ancêtres les Gaulois, est beaucoup plus récente que ça. Oui, nos ancêtres les Gaulois, ça date essentiellement de la Révolution française, donc c'est pas très ancien à l'échelle de la France. Et c'est au XIXe siècle qu'on a donné beaucoup d'ampleur à ces ancêtres qui ont été interprétés comme en gros des précurseurs de la République. Et les personnages de Vercingétorix en héros sacrificiels, évidemment, a eu énormément d'importance à partir du XIXe siècle. Donc finalement, cette construction, l'identité nationale, l'État-nation, le nationalisme, c'est quoi? Ça commence au XVIIIe? C'est le fait de quelques-uns, une minorité? Alors c'est surtout effectivement à la fin du XVIIIe que ça commence. C'est dans une perspective assez révolutionnaire. C'est avec l'idée de sortir de l'Ancien Régime, avec l'idée d'affirmer une souveraineté venant du peuple. Et c'est un travail qui va amener à considérablement revoir toutes les pratiques culturelles des Européens et à créer ce que sont nos actuelles cultures nationales. Alors la construction européenne, elle, est très originale, puisque c'est une fédération d'États-nations, beaucoup plus récente aussi, puisque c'est en gros, si on schématise, l'après-Seconde Guerre mondiale. Vous parlez beaucoup du folklore qui entoure la nation, de ces symboles que vous avez un peu évoqués à l'instant. Est-ce qu'ils existent au niveau européen ? Alors, chaque État-nation s'est doté d'une histoire nationale, d'une littérature nationale et puis d'un folklore populaire, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une culture populaire spécifique à chaque État-nation. Bon, dans le cas de l'Europe, c'est seulement depuis les années 1990 qu'on s'intéresse à une identité européenne qui permettrait d'essayer de comprendre ce que c'est que cette nouvelle structure politique d'échelle quasi continentale. Et c'est une question qui reste encore difficile à traiter. Officiellement, notre identité européenne s'appelle l'unité dans la diversité. C'est le nom de la devise européenne. Il y a un drapeau, il y a un hymne, il y a des moments historiques, des images qu'on a en tête. Et évidemment, est-ce que tout ça, c'est factice? Est-ce que ça a été construit par des technocrates, c'est ce qu'on dit parfois, et pas par les peuples? Alors c'est ce qu'on reproche beaucoup à l'identité européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Il faut reconnaître que l'Union européenne essaye véritablement de développer les relations entre les Européens et travaille beaucoup actuellement à essayer de développer une véritable identité européenne vivante, notamment en demandant à des artistes, à des jeunes, à des spécialistes des nouveaux médias, d'essayer de susciter un sentiment commun européen. Bon, ça se heurte à toutes sortes de difficultés et à l'euroscepticisme croissant dans les peuples européens. Mais finalement, c'est toujours une minorité. La minorité qu'on évoquait tout à l'heure des premiers constructeurs de l'État-nation. Oui, des gens enthousiastes, des gens qui veulent faire exister quelque chose. Ça existe effectivement au niveau de la jeunesse, au niveau des artistes européens. Ça a plus de mal actuellement à être mobilisateur pour des raisons politiques assez compliquées. Alors la contradiction d'aujourd'hui, en 2015, c'est que l'Union européenne est arrivée à un stade très avancé, finalement, quand on regarde les débats, par exemple, qui agitent le Parlement européen, les projets de directives qui sont amendés là-bas, et en même temps, on a l'impression que les revendications identitaires, quasi régionales, très localisées, n'ont jamais été aussi fortes. Comment vous l'expliquez ? Alors, comme on l'a remarqué depuis le début du XXIe siècle, la mondialisation, la globalisation suscite un renouveau des identités à tous les niveaux, y compris au plus local, avec cette idée qu'il faut s'appuyer sur des identités, sur des sentiments d'appartenance locaux pour arriver à exister, à s'affirmer dans ce monde tellement interconnecté. Et puis, il y a aussi derrière des sentiments de crainte tout à fait évidents. Face à des forces économiques, à des forces financières qu'on a du mal à localiser, à repérer, à identifier.
Et puis, c'est aussi une des choses qui est mise en avant par les adversaires de l'Europe, à des mouvements migratoires qui paraissent extrêmement inquiétants parce qu'ils sont en train d'apparaître comme nous mettant en danger. Mais alors, ce folklore, est-ce qu'on le retrouve aussi au niveau local? Est-ce qu'il n'est pas même exacerbé? Est-ce qu'on ne l'exagère pas quelque part? Actuellement, oui, un petit peu partout, on est en train de grossir des traits identitaires. D'abord pour des raisons évidentes qui sont des raisons touristiques. Les Européens sont de plus en plus des touristes et adorent de plus en plus aller voir les particularités de leurs voisins, ou les plus proches ou les plus lointains. Donc il y a en quelque sorte une réponse à cette demande de particularité, qu'elle soit gastronomique, ludique, artistique. Et puis aussi, ils ont besoin pour eux-mêmes, on a remarqué, les Européens sont de plus en plus demandeurs de fêtes, de spectacles collectifs et qui leur permettent de s'affirmer. Chaque ville en a des exemples, Nantes comme d'autres. Et c'est très important pour les communautés locales actuellement de se créer de nouveaux folklores, de nouvelles traditions. Avez-vous que c'est marketing aussi, qu'il y a une concurrence entre ces villes, ces territoires plus localisés, pour drainer ces touristes? Alors, il y a de la concurrence, effectivement, pour produire des offres attractives, mais il y a aussi pour les usages internes, il y a des demandes d'avoir des fêtes communautaires qui rassemblent et qui permettent d'exprimer le sentiment d'appartenir à un même lieu, d'en être les communs propriétaires. Est-ce que c'est toujours homogène? Parce que quand on évoque cette réémergence des identités locales, il y a finalement peu de choses en commun entre, par exemple, l'Écosse, la Catalogne, la Flandre, le nord de l'Italie. C'est des histoires, c'est même des émergences nationalistes qui sont très différentes. Alors les mouvements nationalistes actuels, effectivement, sont assez différents les uns des autres. Certains sont violents, d'autres pas du tout. Ils s'engagent dans des voies tout à fait démocratiques. Ce sont des histoires différentes. Ce sont aussi des mouvements qui se fréquentent les uns les autres, qui s'observent, qui regardent ce qui marche à tel ou tel endroit. Bon, est-ce que les Européens sont très différents les uns des autres? Je pense que, vu des autres continents, il y a une unité européenne qui est évidente. Et puis, grâce aux nouveaux moyens de transport, à tout ce qui fait que nous sommes interconnectés, je pense que jamais les Européens n'ont été aussi proches les uns des autres que de nos jours. Nous consommons les mêmes choses, nous avons des modes de vie extrêmement proches, nos hommes politiques se ressemblent beaucoup. Donc finalement, ce sont les Européens eux-mêmes qui se rendent le moins compte qu'ils sont européens, qu'ils ont cette identité. En général, on dit qu'un Européen se définit comme tel lorsqu'il est sur un autre continent. Il prend conscience de son identité européenne lorsqu'il est en Asie, en Amérique ou en Afrique. Je crois que ça fera une bonne conclusion. Anne-Marie Thiès, merci beaucoup. Je rappelle que votre dernier ouvrage, c'est Faire les Français, en 2010 chez Stock. Et vous êtes donc directrice de recherche au CNRS.